À un moment crucial pour notre pays, où les débats sur la démocratie, la bonne gouvernance et l'avenir des citoyens togolais prennent une dimension de plus en plus urgente, il est essentiel de donner la parole aux acteurs majeurs de la scène politique et sociale. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien exclusif et inédit. Mokhtar Ali reçoit Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson, une femme de conviction, figure emblématique de l'opposition et militante de longue date pour la démocratie et la justice sociale. Au cours de cette rencontre, elle partagera ses analyses, ses inquiétudes, mais aussi ses propositions face aux défis sociopolitiques actuels du Togo. C'est une occasion rare d'entendre une voix qui ne cesse d'alerter, de dénoncer, mais aussi d'espérer pour un avenir meilleur. Restez avec nous pour suivre cet échange enrichissant, qui s'annonce à la fois franc, éclairant et porteur de réflexion pour tous les Togolais. Politique, vous êtes un membre fondateur de la CDPA, entendez Convention démocratique des peuples africains, dont vous êtes aujourd'hui la secrétaire générale du parti, succédant ainsi au professeur Léopold Ninevi. Vous aviez préalablement siégé au Haut Conseil de la République, le HCR, le Parlement de transition qui a abouti à la formation du gouvernement de transition dirigé par Maître Joseph Kofigo. Bien, et donc dans ce gouvernement, vous avez occupé le poste de ministre du bien-être social, des droits de l'homme et de la solidarité nationale. Par la suite, vous avez créé une association de femmes dénommée GF2D, le groupe d'action et de réflexion de femmes. Vous aviez été la première femme candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2010. Vous êtes une militante convaincue des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous dirigez la DMP, la Dynamique pour la majorité du peuple, un regroupement de partis politiques, à savoir la CDPA, votre parti, le DSA, les démocrates socialistes africains et la Racine. Vous en êtes d'ailleurs député à l'Assemblée nationale du Togo. Comment? DSA, les démocrates socialistes africains, qui est l'actuel coordinateur de la DMP. Et je voulais dire aussi qu'en dehors de ces partis politiques que vous avez cités, eh bien, nous avons des organisations de la société civile. Aujourd'hui, nous sommes 10 partis et organisations de la société civile qui participent aux actions de la DMP. Avec cela, je voulais ajouter que vraiment votre présentation était parfaite. Il y a rien qui manque. J'ai retrouvé mes deux casquettes de femmes politiques et féministes africaines, parce que c'est important pour moi de préciser que je suis une féministe parce que en Afrique, nous avons besoin de changer beaucoup de choses. Il s'agit de se battre pour les droits des femmes qui n'ont pas les droits les plus élémentaires. Et donc, c'est dans l'intérêt de nos sociétés de faire avancer ce sujet-là aussi. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un camarade, Jérôme, qui me rappelle que j'ai oublié de mentionner votre rôle au cours de la conférence nationale. Oui, tout ça là, je le sais. Mais s'il faut faire tout, présenter Madame sur toutes ces facettes là, je crois que ça va prendre tout le temps. Donc, j'ai essayé de dire l'essentiel pour pouvoir avancer. Sinon, je sais que elle a été, enfin, proche de Monseigneur Podjorof à son âme, et elle a beaucoup travaillé dans du président Namorou Karamoko.
du Voilà. président Namoro Namoro Karamoko, Karamoko. Voilà. qui a Voilà. présidé les travaux Les travaux. au début. Au début, Oui, absolument. l'ancien, oui, oui, le vieux Karamoko. Et puis après, c'était Monseigneur Fanoko Pojro, paix à son âme. Bien. Donc, on va tout à l'heure aller en besogne. Je vais vous montrer une vidéo que vous allez regarder. Bien. On voit là que vous êtes sur un chantier. Vous êtes sur un chantier au niveau de votre commune. Est-ce que c'est l'État qui a entamé ce chantier? Vous êtes allé surveiller, faire le tour du chantier, ou bien c'est votre commune qui est à la base de ce chantier, vous y êtes? Non, en fait, c'est une visite que j'ai eu à faire dans le cadre de ma mission de contrôle de l'action gouvernementale. C'est comme ça que je conçois aussi cette mission-là. Le rôle des députés, d'un député, c'est aussi concrètement de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Des budgets sont votés tous les ans et qui sont censés être utilisés à des fins précises. Le contrôle de l'action gouvernementale suppose qu'on voit qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement avec les ressources qui sont mises à sa disposition. Et j'ai choisi de visiter ces chantiers parce que je ne comprends pas. Là, ça fait au moins 4 ans. 4 ans que ces chantiers ont été ouverts dans Bain, c'est-à-dire plus précisément au Golfe 1, mais aussi à certains endroits de Golfe 5 et Golfe 3. Mais ils sont restés inachevés et ont créé une situation invivable, une situation de souffrance pour les populations. J'y suis retourné la dernière fois de manière informelle et j'ai eu la désagréable surprise de constater que les travaux sont encore là. Rien n'a été fait. De ce tout, rien n'a été fait. Rien n'a bougé. Or, suite à ces visites-là, j'ai organisé une conférence de presse pour rendre compte, parce que nous sommes redevables au peuple, mais aussi il y a eu des questions écrites qui ont été envoyées au ministère de l'Urbanisme, qui est celui qui est en charge de ces travaux. Et j'ai discuté avec les entreprises qui ont obtenu ces marchés et donc suite à la visite de chantier ou discussion, j'ai envoyé des questions écrites. Mais je vous assure que je suis insatisfaite des réponses qui ont été données à mes questions écrites. On a, comme je le disais la dernière fois, usé de la langue de bois. J'ai lu 4 ou 5 pages de réponses et je me suis demandé qu'est-ce que je prends là-dedans, qu'est-ce que je comprends concrètement. Mais ça veut dire que il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne tourne pas rond, et c'est ce que nous disons au Togo.
C'est pour ça que nous devons changer l'équipe qui dirige ce pays-là, qui est à la tête de ce pays. Les entreprises ont des factures impayées et ne peuvent plus continuer le travail. On a fait les premières études qui ont été faites n'ont pas été bien faites, les études de faisabilité, parce que on a remarqué après qu'il y a des problèmes qui n'avaient pas été décelés. Et quand vous parlez avec les entreprises, vous sentez qu'on ne vous le dit pas comme ça, mais vous sentez aussi que on est coincé parce que, bon, il y a eu beaucoup d'argent qui sont passés dans autre chose que le travail qui doit être fait. Et d'ailleurs, j'en discutais la dernière fois avec une chercheure du FMI qui voulait, qui fait un travail sur la corruption. Et je lui ai donné les exemples de ces travaux-là qu'on commence et qu'on n'achève jamais. Avant ça, il y a eu le scandale de la route Lomé-Vougan, et pour lequel personne n'a demandé des comptes à ceux qui étaient impliqués. Mais oui, l'État a dû débourser. Oui, justement, le FMI envoie des gens à Lomé pour des audits. Et puis après, c'est le régime, demande encore des prêts. Bon, comment se fait-il qu'il y a audit, mais on ne trouve jamais que ce régime est corrompu, le régime est surendetté et que le régime n'utilise pas cet argent pour les travaux pour lesquels l'argent lui a été prêté, emprunté. Mais c'est une question qu'il faut se poser, effectivement. Et il faut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une forme de complicité, hein, parce que on ne peut pas prêter de l'argent à un pays, de l'argent qui doit être remboursé par les citoyens, et puis ne pas veiller à ce que cet argent soit utilisé vraiment à bon escient. C'est une question qu'on se pose. Peut-être que c'est ça qui a poussé le FMI peut-être à commanditer cette étude-là sur la corruption au Togo, mais il est temps. Il est temps et il y a de quoi vraiment interpeller cette institution qui devrait être un modèle et dont la mission devrait soulager les populations. Mais c'est le contraire que l'on voit. C'est le contraire. Bien, madame, des Togolais disent que le régime de Faure Gnassingbé a réussi à museler l'opposition en l'affaiblissant et en la rendant inefficace. Que répondez-vous à ces allégations? Les Togolais n'ont pas tort parce que chacun voit que il est devenu difficile pour on est muselé d'une certaine manière parce que on ne veut plus laisser l'opposition faire des manifestations, ce qui fait que nous sommes réduits à contester, à critiquer, à parler, disons, mais on est très limité dans les actions que nous pouvons faire. Et d'ailleurs, c'est ça qui a favorisé l'émergence des nouveaux types d'acteurs que nous accueillons et qui sont issus de la société civile. C'est des citoyens qui prennent sur eux
hein, contester ce régime. Nous pensons que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens et on ne peut que soutenir ce qui se fait dans ce sens-là en attendant que on retrouve une situation où les acteurs politiques peuvent entrer de nouveau sur la scène et reprendre leur place aux côtés des citoyens. Parce qu'en réalité, c'est une combinaison qu'il faut pour sortir le Togo de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Les citoyens doivent jouer leur rôle et les acteurs politiques aussi. Tout à fait. Situation catastrophique, mal gestion, mal gouvernance. Et je vous fais regarder. Ouais, et je me pose des questions. Je me demande, mais comment un gouvernement qui a la responsabilité des populations peut dormir tranquille tout en sachant que tous les jours, les Togolais prennent des risques. Et ce genre de risque-là que nous sommes en train de voir, s'il arrivait quelque chose à ces populations, ce sera la responsabilité de qui? De qui? Bon, effectivement, nous sommes dans un pays où on cherche en vain l'état de droit, les recours que les citoyens pourraient faire éventuellement contre l'État, on sait d'avance que ces recours-là ne vont pas prospérer, mais vraiment, ça démontre un niveau d'irresponsabilité. On n'exagérerait pas en disant que ceux qui nous gouvernent ne se sentent pas responsables des citoyens togolais. Et ça, là, que vous montrez, mais ça existe dans beaucoup de localités au Togo. Au quotidien, les Togolais prennent ces risques-là parce que ils doivent aller au marché, ils doivent se soigner, ils doivent mener des activités économiques et les élèves doivent aller à l'école. On a vu des images d'écoles, d'élèves prenant des risques inouïs pour pouvoir aller à l'école. Et ce n'est pas normal. Le Togo, ce Togo-là, on ne peut pas se taire là-dessus et accepter qu'il perdure. On ne peut pas. Les choses doivent bouger. Il faut un changement à la tête de ce pays parce que c'est des images qui montrent clairement que ceux qui dirigent le Togo n'ont plus grand-chose à apporter à notre pays. Et est-ce que la volonté politique existe même? Est-ce qu'on ne veut pas rester au pouvoir tout simplement? Mais ça ne peut pas durer. On ne peut pas sacrifier comme ça tout un peuple. Ce que vous montrez là, c'est des raisons pour lesquelles nous devons redoubler de vigilance et redoubler de détermination pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Et vous savez, je disais au jeune qui est venu m'assister, hein, qui est mon assistant en communication, je lui disais, je viens de rentrer, je suis très fatigué, mais quand j'ai vu les images, j'ai vu aujourd'hui les images de la France, j'ai vu les images du Népal, je me suis dit, on n'a pas le droit
de se fatiguer. On en viendra, madame. On en viendra. On n'a pas encore. Bien, depuis le 6 juin et sous l'impulsion du jeune artiste Amron, des blogueurs regroupés en un mouvement dénommé le M66 organisent au Togo et dans la diaspora des manifestations tendant à chasser M. Faure du pouvoir. Ces manifestations, pourtant pacifiques, ont fait des victimes innocentes occasionnées par l'armée et la milice. Le régime a minimisé dans un premier temps la force du M66, mais il s'est rendu à l'évidence que ce mouvement lui donne des insomnies. À cet effet, il a lancé un mandat d'arrêt international contre les membres de ce mouvement. Selon votre propre analyse, jusqu'où peut aller le M66? Pensez-vous que ce mandat d'arrêt international peut-il avoir un écho favorable auprès des autorités françaises? Actuellement, la France est en ébullition. Voilà. Non, mais vous savez, c'était avec beaucoup je n'y croyais pas quand j'ai eu cette information-là sur les mandats d'arrêt qui ont été lancés. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le régime puisse penser un instant que ces mandats d'arrêt-là vont prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. Un pays qui exécute ce mandat d'arrêt-là se rend complice de ce que souffrent les Togolais. On ne peut pas vivre la situation que vit le Togo, qui est une situation de dictature, où les libertés publiques individuelles sont confisquées, où nos prisons regorgent de détenus qui sont des détenus d'opinion, des détenus politiques, où malgré ça, les Togolais ont faim, ont du mal à se soigner. L'éducation est complètement à volo. Les conditions dans lesquelles on éduque nos enfants laissent à désirer. On ne peut pas, dans ce tableau-là qui est décrit, reprocher à des citoyens de se battre. Et donc, se dire, on va, au nom des conventions, au nom du partenariat entre pays, exécuter des mandats d'arrêt contre les citoyens de ce pays-là qui se battent pour que les choses changent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, je crois que c'est quelque chose que le régime a fait sans y croire, hein, sans trop y croire lui-même. Mais pour intimider, pour faire peur à ceux qui sont déjà dans l'action et surtout empêcher que d'autres s'impliquent. Ça fait partie des stratégies qui sont utilisées pour que le mouvement mobilise le minimum de Togolais. Mais je crois que ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas prendre. Et je voudrais exhorter mes concitoyens à ne pas craindre ces actions-là et à faire leur devoir. La mission que nous avons tous. Donc, la mission que nous avons tous, notre mission collective, c'est de libérer notre pays et nous devons y aller. Nous devons y aller
prendre le courage des autres peuples. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est le propre d'une dictature de réprimer. Surtout quand elle se sent menacée, et elle ne peut faire autre chose que ça. Et il nous appartient à nous de ne pas nous laisser intimider et de dire on ne peut pas nous réprimer tous. Voyez, au Népal par exemple, avec tout ce monde qui était dehors, est-ce que c'était possible de réprimer qui que ce soit et combien on peut réprimer avant que le mouvement n'aboutisse? Et donc, je pense que ces mandats d'arrêt-là ne peuvent pas prospérer. Ça ne peut pas non plus avoir l'effet d'intimidation qui est escompté. Ça ne doit pas avoir cet effet. Nous devons être de plus en plus nombreux à nous jeter dans la bataille. Merci, madame. C'est juste pour une petite promenade. C'est vrai. C'est la marche nationale. C'est le sport. Une promenade. Nous sommes là plus sport. Agouin, oui. Il faut dire que tu vas au carrefour d'Agouin toute la Bien, madame, répondant donc à l'appel du M66 pour la manifestation du 30 août dernier, Amron, madame Nyakade et vous-même aviez été contraints à regagner vos domiciles respectifs alors que vous étiez sortis pour manifester de façon pacifique. Fort avait-il si peur de vous? Pourquoi un tel acharnement? D'abord, moi, je voudrais féliciter l'acte qui a été posé par Madame Nyakade. Je trouve que elle a franchi un pas de plus, qui montre que elle a vraiment pris fait et cause pour les Togolais et qu'elle a vraiment une volonté de faire changer les choses au Togo. Elle a utilisé des mots très forts, mais ce 30 août-là, elle a joint l'acte à la parole. Et pour moi, c'était aussi un devoir, vraiment un devoir en tant que citoyenne et femme politique, me reconnaissant dans ce que nos jeunes font, dans cet effort qu'ils font pour amener le peuple togolais à prendre conscience des responsabilités qui lui incombent et à faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Je ne pouvais pas rester chez moi pendant que le peuple est appelé à sortir. Donc, c'est par devoir que, bien qu'on m'ait dit on m'empêcherait de sortir parce qu'un dispositif était là depuis la nuit, je me suis dit, il faut y aller quand même. Et je crois que, pour répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que le régime a entrepris de bloquer un certain nombre, et d'ailleurs, je ne sais pas sur quelle base ce choix-là a été fait. Oui. Et qu'il ait décidé quand même
de nous bloquer, je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée et on peut peut-être soupçonner que, encore une fois, il voulait étouffer. C'était une stratégie pour étouffer la manifestation. Pour pouvoir dire après, vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Mais comment pouvez-vous être crédible dans ça si dans le même temps, tout le monde voit? Aujourd'hui, le monde est réduit à un petit village. Ce qui se passe au Togo peut être vu partout dans le monde. Tout le monde a vu qu'au Togo, eh bien, il y avait manifestation et le jour-là, un certain nombre de responsables politiques et de citoyens ont été empêchés de sortir. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Vous allez être la risée de tout le monde si après vous montrez une image comme pour dire on a appelé à faire du sport. Les gens ont répondu massivement, alors que de l'autre côté, on a appelé à manifester et très peu ont répondu. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible et c'est des actes qui sont posés en violation des droits reconnus aux citoyens et qui, normalement, pour lesquels on devrait demander des comptes à ce régime au sein de la communauté internationale. D'où la question de savoir qu'est-ce que la communauté internationale fait, qu'est-ce qu'elle fait, jusqu'à quand elle va rester. Oui. L'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, c'est un silence absolu. Oui, absolument. Non seulement c'est un silence, mais en plus, on a l'impression que les institutions au sein de cette communauté internationale-là sont très arrangeantes pour le pays et pour ce gouvernement, qu'on laisse tout faire. Regardez l'information que nous avons eue récemment concernant le déplacement de la réunion du Parlement de la CEDEAO qui était prévue à Lomé. À Lomé. Et j'ai été surprise d'apprendre que du jour au lendemain, on décide que la réunion n'aura plus lieu à Lomé. Mais ce sera à Abuja. Mais pourquoi peut-on être aussi complaisant pour ce régime? Nous savons très bien que c'est la diplomatie de ce régime-là qui a encore conduit à ce résultat. Mais encore une fois, on se trompe. On se trompe parce que décider de transférer cette réunion à Abuja ne peut pas arrêter les Togolais, ne peut pas amener les Togolais à renoncer à manifester. Non. Puisque la raison, les causes de ces manifestations-là sont toujours là. Non. Donc on n'agit pas sur la cause, mais on essaye d'empêcher les effets de cette cause. Les Togolais ne sont pas fous. Les Togolais veulent vivre en paix. Ils ne sont pas fous pour décider parce que il y a les parlementaires de la CEDEAO qui vont venir décider de manifester. Et aujourd'hui, je suis vraiment désolé, ce que je voudrais dire au régime, c'est que cette réunion ait lieu à Lomé ou à Abuja, qu'il n'essaie pas de réduire la connexion. Ce que je veux dire, j'étais en train de dire, c'est que
que cette réunion ait lieu à Lomé ou pas, mais les Togolais ont la possibilité de faire entendre leur voix à ces parlementaires, quel que soit l'endroit où ils sont réunis. Et je pense, j'espère que les initiateurs des manifestations ne vont pas y renoncer et que, ensemble, nous allons pouvoir encore envoyer un message aux élus, aux députés de la CEDEAO et leur faire comprendre que leur responsabilité, c'est d'être avec les peuples. Leur responsabilité n'est pas de soutenir les régimes qui oppriment les peuples, mais d'écouter les peuples et de les aider. La démocratie est une des valeurs de la CEDEAO et leur mission, justement, en tant qu'élus du peuple, c'est de veiller à ce que ces valeurs prennent corps, que les citoyens auxquels les droits sont reconnus puissent effectivement bénéficier de ces droits-là. Merci, madame. Aujourd'hui, il y a plusieurs de nos compatriotes qui croupissent dans les prisons de Lomé, voire du Togo. Il y a des hommes et des femmes. Plusieurs appels à leur libération sont restés vains. Il y en a parmi eux qui sont malades. Le cas de Fadel. Aziz Goma, très malade, fait la grève de faim sans que cela n'émeuve le régime. Plusieurs ne sont même pas jugés depuis des années qu'ils ont été enfermés. Comment comprendre cet agissement immoral de Faure Gnassingbé ou de la justice togolaise? D'abord, je voulais dire que c'est un sujet qui me préoccupe énormément. La preuve, c'est que dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, comme je le fais quand je veux faire des visites, j'écris au ministre qui est concerné pour l'informer de ce que j'ai des visites à faire et que, bon, les fonctionnaires qui sont concernés soient prévenus et puissent être à ma disposition pour qu'on puisse échanger et me montrer ce que je veux voir. Et ça a toujours... Et donc, vous pouvez vous imaginer que j'ai écrit au ministre de la Justice il y a quelques mois pour l'informer de ce que je voudrais visiter la prison de Lomé et pour m'enquérir des conditions dans lesquelles nos concitoyens en conflit avec la loi sont détenus. Il y a aussi les détenus politiques. Et j'envoie ce courrier et curieusement, contre toute attente, je reçois une réponse m'informant de ce que le contrôle de l'action gouvernementale ne peut pas être exercé individuellement par les élus. Et il faut que ce soit à travers la commission, une des commissions de l'Assemblée nationale. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Le titulaire du portefeuille de la justice, c'est un ancien collègue de la fac des droits. Il est juriste universitaire. Alors, je me suis demandé si c'est moi qui me trompe ou qui ne connaît plus le droit. J'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai commencé à vérifier. Je vois qu'on me dit que mais le contrôle de l'action gouvernementale, il peut être collectif
comme individuel. Alors pourquoi on veut m'empêcher d'aller visiter la prison de Lomé alors que on m'avait laissé visiter des écoles, visiter un centre médico-social. D'ailleurs, je me réjouis de ce que, après cette visite, ce centre soit en train d'être reconstruit. En ce moment, c'est le CMS de Kodovia-Kopé. Ah oui. J'ai visité les chantiers de construction de routes. Et puis, subitement, il s'agit de prison. On me dit, le contrôle doit être exercé de manière collective. Alors, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai répondu en disant, je ne comprends pas. En droit, voilà ce qu'on admet. Et donc, ne trouvez pas ce prétexte-là pour empêcher qu'on visite la prison. Alors, on en était là. Pour moi, ce dossier n'était pas clos. J'ai toujours ce projet en tête. Lorsque nous avons été saisis par le compatriote Aziz Goma. Et naturellement, quand on est responsable, on ne peut que réagir à cette information. On ne peut que réagir, à moins qu'on ne veuille laisser mourir ceux qui sont en grève de la faim. Et donc, à la DMP, nous avons examiné la question en urgence et nous nous sommes dit, il faut agir. On a écrit à la CNDH, à la Commission nationale des droits de l'homme, un lundi, en disant nous voulons être reçus le mardi. Et je remercie encore une fois le président de cette commission de nous avoir reçus mardi quand on s'est rendu à l'heure que nous avions annoncé. On s'est rendu à la commission et on a demandé à le rencontrer. Donc, il nous a reçus avec ses collaborateurs et il nous a dit on n'est pas informés, nous n'étions pas informés, c'est vous qui nous en parlez, mais effectivement, on ne peut pas rester indifférent. Ce que nous vous promettons, c'est qu'aujourd'hui même, nous envoyons une équipe pour voir ce qui se passe. Yes. Et on s'est mis d'accord qu'on resterait en contact pour voir ensemble comment régler ce problème. Au même moment, nous avions écrit à la direction pénitentiaire pour dire nous souhaitons venir visiter la prison et rencontrer nos compatriotes qui sont en grève. Donc, on a demandé la visite pour mercredi et le mardi, en fin de journée, on nous appelle pour nous dire vous avez un courrier réponse de cette direction-là. Nous envoyons chercher le courrier et vous imaginez que on nous a dit par écrit et signé que non, il n'y a aucun problème. On a réglé cette histoire de grève de la faim. Personne n'est en grève de la faim. Monsieur Aziz Goma, il est même, il est même en soins et tout. Nous nous sommes dit, mais comment ça se fait? Alors que nous avons appris que depuis le 27 août, et cette grève de la faim a commencé. Bon. Et on termine en disant, vous n'avez plus besoin de venir. Ce problème-là est réglé. Donc, nous nous sommes organisés. Voilà. Ils ne savent pas pour incognito. Pour y retourner. Envoyer des gens. Envoyer des gens. Pour vérifier si ce qui est vrai. On nous a menti. On nous a menti. Comme d'habitude. Je voudrais dire que c'est une honte.
C'est une grande honte. Je ne sais même pas comment on peut qualifier cette gouvernance-là. Et on en arrive à un point où on se demande quel crédit accorder à la parole de ceux qui nous gouvernent. Quand une administration prend sur elle d'écrire un mensonge, c'est dit que nous sommes arrivés à une situation aussi de déliquescence, disons, de l'administration. Tout est permis et une situation d'impunité aussi. Parce qu'en principe, vous répondez des actes que vous posez. Si quelqu'un a pu écrire ça et le signer, c'est que il sait que rien ne lui arrivera, qu'il va être couvert. Mais ce qu'on oublie, c'est que si par malheur, un de nos compatriotes engagés dans cette grève de la faim mourait, eh bien, c'est un acte pour lequel on peut demander des comptes. Si on ne vous dit rien, on vous couvre aujourd'hui, demain, on peut vous demander des comptes. Je me souviens, en 2017, lorsque le collègue, le président du parti politique, les démocrates, avait décidé... Abia Nicodème. Le collègue Abia Nicodème, était le médiateur, les médiateurs, au point où le médiateur ghanéen avait tout fait pour convaincre le régime en place de le laisser régler le problème, en attendant de tout faire pour qu'il arrête la grève de la faim, en attendant qu'on règle le problème politique. Malheureusement, ce problème politique n'a pas été réglé, mais au moins les gens se sont inquiétés et ont réagi au bout d'un certain temps. Nous avons un régime qui montre que il ne s'émeut de rien, il ne se sent concerné par rien, peut-être parce qu'il se dit je ne suis redevable à personne. Personne ne me demandera des comptes. C'est faux, il se trompe. En tout cas, il le payera un jour. Absolument. Je sais que aujourd'hui même, les collègues se sont réunis. Moi, je n'ai pas pu aller à cette conférence des présidents de la DMP parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai dû voyager pour une raison urgente. Mais on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Ce n'est pas normal. Et donc, tous les Togolais, nous devons plus que jamais faire comprendre au régime que l'injustice qu'on fait subir à nos concitoyens détenus politiques doit s'arrêter. C'est insupportable. Non seulement on n'arrête pas, mais on se permet chaque jour que Dieu fait d'arrêter de nouveaux concitoyens. Où veut-on aller? Où veut-on aller? C'est toujours pour faire peur. Oui. Mais vous savez, à un moment donné, Cabri mort n'a pas peur du tout. Et tous les Togolais vont interner cette pensée-là, parce que pour mourir, au moins il faut mourir debout, en essayant de se battre. Vraiment. Nous allons tous mourir. On va tous mourir. Mais partons dignement, avec la conscience qu'au moins, nous nous sommes battus. Oui. Nous n'avons pas subi. On est mort pour la patrie. Pas laissé. Voilà, exactement. Exactement. Exactement.
C'est vraiment... Bien, revenons sur le cas des miliciens. Tout récemment, nous avons appris que les miliciens se sont constitués en un mouvement dénommé les Sentinelles de la République. Vous qui êtes une femme de droit, est-il possible, dans un État qui se dit de droit, que les miliciens entretenus par le régime, de simples individus, se substituent à l'armée? N'est-ce pas une fuite grave de responsabilité du gouvernement et de l'armée qui se voudrait républicaine? Si l'armée est républicaine, au Togo ne l'est pas. Donc, est-il possible que dans un État qui se veut un État de droit, des gens, des miliciens armés, alors qu'il y a l'armée, que des individus comme ça se constituent en groupe de sentinelles, ou bien comment ils s'appellent, sentinelles de la République? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais on connaît un peu ça au Togo. Avant les sentinelles, il y a eu d'autres miliciens qui se sont constitués et qui ont été entretenus et qui ont fait beaucoup de mal dans ce pays. Il y a eu au moins le HACAM, Oui. il y a Dans les Botswana, ça. eu d'autres, voilà, dont j'oublie le nom. Et ce n'est pas un régime digne de ce nom. Et le chef de l'État qui a été interviewé sur ce sujet a eu à dire, a reconnu et a dit quelque chose de grave à mon avis. Quand il dit que c'est des groupes d'autodéfense, autodéfense dans un État de droit où il y a une institution qui est chargée d'assurer la paix, la sécurité et de nous défendre tous. C'est une complaisance coupable pour laquelle on devra demander des comptes. On peut demander des comptes un jour à ceux qui sont à la tête de ce pays. Mais on peut se demander aussi, est-ce que ça traduit une incapacité de la police, de la gendarmerie d'abord, et puis de l'armée, à assurer la paix? Qu'est-ce que c'est? C'est une concurrence qu'on fait à cette institution-là, qui est créée, une institution républicaine, et qui est, comment dirais-je, entretenue avec les deniers publics. Donc, elle est là, et à côté, on va créer une milice qu'on baptise pompeusement Sentinelle de la République. Mais quand on voit la mission de cette sentinelle-là, on se dit, mon Dieu, c'est une mission qui trahit. Quel est le citoyen qui a le droit de se constituer en défenseur des autres citoyens, en faiseur de paix, en empêchant que les gens manifestent? Quel est ce citoyen-là qui a ce droit-là, qui est habilité à faire ce genre de choses? Ce n'est pas normal. Non, pas Malheureusement, dans notre pays, il n'y a que des choses anormales qui sont encouragées par le système d'impunité, qui est un des piliers par lequel le régime se maintient et que nous devons tous combattre. Pendant qu'on développe cette impunité-là, eh bien, on se jette à chaque fois sur ceux qui ne voient pas les choses de la même façon
et qui se battent pour le changement. Merci, madame. Nous allons parler maintenant du Népal, du rapprochement de ce qui se fait depuis hier au Népal à ce qui se fait chez nous. Et pour cela, je voudrais vous faire d'abord écouter un débat sur un plateau de télévision et puis vous montrer une image au Népal. Voilà. Bien. Un instant. Suite de l'opération qui a été étouffée dans l'œuf, que crée concrètement le gouvernement? Pourquoi ces dispositions particulières pour ces leaders? Je parle de l'artiste Amron qui a été empêché de marcher sur les trottoirs et également de l'ancienne ministre des Armées. Oui, vous savez, je le répéterai encore, que seuls les auteurs sauraient nous dire concrètement ce qu'ils craignent. En soi, des gens qui marchent les mains nues, sans armes, ne devraient pas constituer en réalité de menace pour tout un État. Quand je parle de l'État, c'est tout le dispositif sécuritaire. Quand je parle de l'État, eh bien, c'est les armes. Quand je parle de l'État, eh bien, c'est tous les agents utilisateurs des armes. Je parle du pouvoir. Alors, pourquoi empêcher ou pourquoi voir une menace dans la sortie des simples citoyens qui disent « nous sortons » tout simplement pour réclamer un certain nombre de choses. La chose qui fait l'actualité aujourd'hui, nous sommes à la télévision et personne ne peut évoluer aujourd'hui avec la nouvelle technologie sans la connexion Internet. D'aucuns sortent, ils disent « nous voulons faire le sport, mais à la fois, pendant notre sport, nous voulons dire « rétablissez-nous l'Internet ». Malheureusement, on trouve que c'est une menace. En quoi est-ce que c'est une menace? Moi, je ne sais pas. De toutes les façons, selon le gouvernement, il n'y a pas lieu de troubler en aucune façon l'ordre public. Mais je veux rappeler que la grande façon de troubler l'ordre public, c'est quand le citoyen se sent, comment dirais-je, à un malaise qui n'arrive pas à exprimer. C'est ça l'ordre public qui est troublé. Quand le citoyen se tord de douleur dans son corps et dans son coin, ne pouvant pas exprimer clairement ce qu'il est en train de subir, alors qu'il ne pourra pas vivre comme cela se doit sur son territoire, est obligé de sortir pour se chercher. Combien de Togolais ne sont pas à l'étranger aujourd'hui? Vous me direz qu'il y a de la diaspora partout, je suis d'accord. Mais combien de Togolais ne sont pas sortis du pays pour se chercher? Voilà. Donc, c'était la dernière image, c'était l'image, à peu près une image apocalyptique au Népal. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouve le Népal, donc le Népal est un pays enclavé entre la Chine et l'Inde du Sud. Donc, la Chine au nord et l'Inde au sud. Sa capitale est Katmandou. C'est une république fédérale parlementaire, à peu près comme chez nous, et il y a environ 31 millions d'habitants. Bien. Hier donc, le 9 septembre, les jeunes exacerbés par le comportement de leurs dirigeants se sont soulevés dans un acte révolutionnaire pour chasser le régime à cause de la restriction de l'Internet. Donc, ils ont réussi à les chasser. Le Premier ministre a été pourchassé. Il me semble que lui, il a été pris dans une rivière et sa femme a été consumée sous les feux. Ouais. Et le Parlement, malheureusement, le Parlement est parti en feu. Qu'est-ce qui expliquerait la passivité des populations togolaises à se soulever et à chasser le régime tant décrié de fort? Est-ce la peur? D'abord, je voudrais
dire, déplorer qu'on en arrive à ces extrêmes. C'est ça. On pousse à bout un peuple. Et quand il n'a pas le choix, oui, la jeunesse, c'est un pays où il y a beaucoup de jeunes qui demandent qu'on leur offre un avenir qui soit épanouissant. Malheureusement, quand on en arrive à priver le peuple de l'Internet aujourd'hui, qui n'est pas un luxe, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité au point où on se demande comment on vivrait sans Internet aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question de loisir, mais on en a besoin pour travailler. On en a besoin pour se soigner. Et les jeunes en ont besoin pour prendre et développer leurs initiatives. Justement, madame, au Togo, ce n'est pas seulement que l'Internet, il y a, enfin, les gens ont faim, il y a l'augmentation des prix de l'électricité, les infrastructures, absolument rien. Aujourd'hui même, il y a une citerne qui est tombée sur la voie et qui a paralysé la circulation parce que la voie n'était pas bonne. Aujourd'hui, ce matin, à 9h et quelques le matin, sur une des voies du Togo. Dans Lomé? Non, pas dans Lomé, je crois que c'est vers Bafilo. Wow. La nationale 1, notre fameuse nationale 1, en principe, avec le gouvernement de Faure depuis 20 ans, il aurait pu faire 2 voies, une qui va, une qui revient. Mais rien absolument. Et cette rue est devenue un mouroir pour les citoyens, pour les compatriotes togolais. Donc, ça veut dire que tout à fait. Les Togolais en ont assez, ils en ont marre. Mais chacun prend son mal en patience. Ils sont passifs, ils ne disent rien et le régime profite de cela pour davantage mettre la peur dans leur cœur. Vous voyez, c'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'au Togo, ce n'est pas suffisant pour que, effectivement, les Togolais disent, c'en est assez, nous en finissons avec vous? Je pense que le travail que vous et moi nous faisons, c'est d'expliquer aux Togolais qu'ils peuvent se lever et faire en sorte qu'il y ait ce changement-là de manière pacifique, qu'il est de leur devoir de le faire. Mais malheureusement, pendant que nous le faisons, le régime, lui non plus, ne dort pas. Il ne dort pas, il prend des actes pour faire peur, il réprime pour faire peur, mais il a de l'argent, il a nos ressources publiques à sa disposition, il recrute des communicateurs qui sont sur la toile et qui font passer des informations pour démobiliser. Et je crois aussi que une des choses qu'il faut dire aux Togolais, c'est que nous sommes un peuple de croyants. Nous sommes un peuple profondément croyant. Et nous avons l'habitude de dire Maoulawe, Maoulawe. Dieu, on fait confiance à Dieu pour agir et arranger les situations. Mais ce n'est pas ce que notre foi nous dit. Notre foi nous dit
aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, il faut que nous comprenions que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos têtes. Dieu a besoin de nos mains. Il a tout simplement besoin que chacun fasse sa petite part. C'est ce que Monseigneur Bariga a voulu dire. C'est ce qu'il a légué aux Togolais. Que chacun fasse sa petite part. Et puis, c'est la conjonction de tous ces efforts qui feront que de manière pacifique, nous allons obtenir le changement que nous voulons et pouvoir construire ensemble le Togo dont nous rêvons, qui est un Togo où règne la justice, où il y a une répartition équitable des ressources, où on n'est pas pauvre parce que on ne connaît personne, on n'a personne. Oui. Où ensemble nous arrivons à construire, à bâtir une prospérité pour tout le monde. Et donc, je crois que ce sont ces messages-là que nous devons faire passer, continuer à faire passer à nos concitoyens pour qu'ils dominent leur peur et qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Encore une fois, me dire, ce n'est pas pousser les Togolais à la violence. C'est pousser les Togolais à faire entendre leur voix pour que les choses changent. Voilà. Et je crois que nous sommes sur la voie. Il faut que nous nous y engagions beaucoup, de plus en plus, que ceux qui doivent donner l'exemple le fassent. Et moi, je pense que quand on a des réactions, je voudrais dire que quand on a des concitoyens qui ont un profil du genre du profil de Madame Nyakade, c'est-à-dire des gens qui ont connu le système, connaissent bien le système, mais qui disent ce système-là, il n'est pas bon. Il a fait beaucoup de mal et il fait beaucoup de mal. Et il est temps qu'il change et que ce changement commence par le départ de M. Faure Gnassingbé qu'il incarne aujourd'hui. Je pense que d'autres engagements dans ce sens aussi feraient beaucoup de bien et montreraient la voie aux Togolais. Ça leur donnerait davantage le courage de prendre eux aussi à leur tour leurs responsabilités et de ne pas se dire « Ah, je préfère me battre pour ma survie quotidienne ». Parce que si on continue dans ce sens, on continue comme ça là, le moment viendra où cette survie quotidienne là, on ne pourra même plus l'assurer. On n'aura pas le minimum pour l'assurer. Et nous n'en sommes plus très loin. Nous n'en sommes plus très loin. On est débordé de tous côtés. Vous voyez des problèmes, vous vous dites, ce n'est pas normal, il faut faire quelque chose, mais vous êtes limité. Vous aussi, vous ne pouvez pas tout régler. Il faut que les institutions fonctionnent pour que les Togolais puissent vivre bien. Nous avons des institutions qui ne remplissent pas leur mission. Même sur le plan social. Même sur le plan social. Vous avez des gens qui sont malades, qui ont le droit aux soins.
qui ont le droit d'être soignés. Mais vous les adressez aux assistances sociales, mais on vous dit, il n'y a pas de moyens. Qui donc va pouvoir remplir cette mission qui est celle de l'État si l'État devient défaillant? Un État qui est défaillant n'est pas utile et il doit être reconstruit et remis sur pied pour être utile. Alors, ce que je ne comprends pas, pendant 20 ans, Faure Gnassingbé n'a absolument rien fait pour le peuple togolais. Mais il y a de ces gens-là qui s'acoquinent, qui soutiennent toujours Faure. Si aujourd'hui on demandait à Faure, ou bien aux hommes de Faure, de faire le bilan de Faure pendant les 20 ans, je me demande qu'est-ce qu'ils vont pouvoir montrer. Les hôpitaux, c'est grâce aux Allemands que nous avons le peu de choses que nous avons chez nous aujourd'hui. Bien donc, pendant 20 ans, Faure Gnassingbé est resté là, paresseux, et rien absolument n'a été fait. Mais quand on lui dit de partir, et les gens disent non, et Faure restera là. Vous qui êtes dans la diaspora, revenez au pays. Faure ne fait pas revenir ceux qui sont dans la diaspora. Surtout quand certains arrivent, on les enferme, on les arrête. Bien. Je ne comprends pas cela. Des gens qui s'acoquinent, des gens qui soutiennent Faure, jusqu'aujourd'hui, ils le soutiennent. Pourquoi? Parce que pour leur gens de poche, parce qu'ils trouvent à manger, alors que rien n'a été fait. Voyez-vous, je pense que même pour un régime agonisant, il y aura toujours des égoïstes pour se dire il faut que j'aille en profiter. Même si c'est pour quelques jours, je vais essayer de prendre ce que je peux prendre pour moi. Mais heureusement pour nous que ces gens-là sont une minorité et que aujourd'hui, nous, les Togolais qui souffrons de ce régime et qui voulons le changement, nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. C'est là la contradiction. Nous sommes majoritaires, mais nous laissons la minorité toujours s'imposer à nous. C'est là que nous devons avoir un sursaut et dire, il nous appartient. Comme on nous refuse de montrer dans les urnes que nous qui voulons, ayant conscience de ce qui se passe et étant d'accord que les choses doivent changer, non, rien ne peut justifier que individuellement nous ne prenions pas nos responsabilités. Il faut que ça vienne de chacun d'entre nous pour montrer que nous sommes majoritaires et que c'est la volonté de la majorité qui doit prévaloir. C'est ce processus qui est en cours. Nous devons nous décourager, nous ne devons pas nous fatiguer. Il faut continuer à sensibiliser, montrer par l'exemple. Il faut prêcher par l'exemple que c'est un combat pour lequel nous ne devons pas être fatigués. Nous devons être prêts à poursuivre jusqu'à ce que nous ayons la victoire. C'est une grande femme, c'est une femme qui a beaucoup fait pour le Togo et vous en êtes un exemple palpable. Et donc, beaucoup de respect à la femme togolaise, mais dans cette phase de lutte actuelle, comment les pousser à faire davantage pour que le Togo soit débarrassé
de ces loups vêtus de peau d'agneau? Moi, je voudrais d'abord féliciter les femmes qui ont le courage dans ce contexte difficile d'apporter la contribution qu'elles peuvent chacune dans sa position pour que notre combat là puisse aboutir. Par exemple, la dernière fois, j'ai pu constater, et beaucoup me l'ont rapporté, que dans les marchés, la veille de la manifestation du 30 août, les femmes ont dit, nous demain on ne vient pas, hein, on n'ouvre pas ce marché, on ne vient pas. Si vous avez besoin de quelque chose, faites vos courses aujourd'hui. Ça m'a été rapporté de plusieurs marchés. Donc, elles se sont passées le mot en disant, il y a eu un mot d'ordre. Ce n'est pas nous qui allons briser ce mot d'ordre-là. C'est parce qu'elles sont d'accord qu'elles ont fait ça. Et merci à la quelque femme chose. Merci à la femme togolaise. Encourager vraiment et amplifier. Maintenant, je pense que on peut toujours aller plus loin, manifestant. Et donc, je sais que ce qui joue, encore une fois, c'est la répression. C'est de la répression que nous avons peur. Mais je voudrais rappeler à nos Madame, sœurs est-ce qu'au Népal, Madame, est-ce qu'au Népal, ces dirigeants-là n'exercent pas la répression sur la population? C'est aussi un régime totalitaire au Népal. Mais quand le jour est arrivé, les jeunes se sont levés, mais il y a eu 19 morts. Mais ce n'est pas ce que nous voulons pour notre pays. Nous voulons que ça se passe pacifiquement. Et comme le régime sait que son peuple est pacifique et il veut en abuser, il en abuse. Mais le jour viendra. Allez-y, madame. Ce qu'il y a, je pense que il y a un effet neutralisant aussi du grand nombre. Si nous sortons nombreux, non seulement on voit que nous sommes sortis nombreux, mais quelque part, ceux qu'on demande de nous réprimer sont aussi des êtres humains. Oui. Eux aussi, ils ont des limites physiques, mais ils ont aussi un cœur. Ils ont un cœur qui est susceptible de se réveiller. Bien sûr. Pour qu'ils se disent, c'est mon peuple, ce sont les miens. Et donc, il y a toujours un risque à prendre. Et ce sont les femmes qui ont pris ces risques-là au début des années 90. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les jeunes, la répression s'est abattue sur les jeunes, et que les femmes se sont dit non, leur cœur de mère n'a pas supporté. Elles ont dit non, nous ne pouvons pas. Pour faire du bruit, comme on a l'habitude de faire dans nos traditions, et à appeler à l'aide et dire non, non, nous ne voulons pas que vous fassiez ça à nos enfants. Non, nos maris sont au chômage. Rappelez-vous à l'époque. Et cette situation que nous vivons ressemble étrangement à celle qui prévalait au début des années 90. Et donc, c'est bien déjà ce que nous faisons, mais nous devons prendre conscience de ce que notre pays a besoin de nous. Nous représentons une portion importante de la population et nous comptons. Le Togo doit pouvoir compter sur nous désormais, pas seulement pour contester
Mais j'ai dit aussi pour gérer. Oui. Parce que nous gérons nos maisons. Nous gérons les maisons. Nous savons comment régler les problèmes et comment faire en sorte que les membres de nos familles soient épanouis. Et ce que nous faisons au niveau micro, mais on peut le faire pour un pays. On n'a pas besoin de pousser des cornes pour assurer le bien-être d'un peuple. La première chose qu'il faut, c'est la volonté politique que nous ne voyons pas sur ceux qui gouvernent ce pays. Sinon, honnêtement, on ne peut pas avoir eu les ressources qu'on a eues, avoir eu le temps qu'on a eu et se retrouver avec un pays dans cet état. Mais on peut comparer. On peut comparer. Je vous ai dit que j'ai voyagé aujourd'hui. J'étais à côté et j'ai vu. J'ai encore vu ce pays-là et j'en étais ébahi. J'en étais ébahi. J'ai vu la transformation qui est en cours. Bien sûr. Bien sûr. Mais parlons-en. Celui qui dirige ce pays en 10 ans, mais il a poursuivi les efforts que son prédécesseur avait eu à faire et il a apporté sa part de transformation. Madame, la dernière fois, j'ai vu le président Mahama sur un chantier avec sa casquette, son casque ou bien sa casquette, sur un chantier. Hein? Quand est-ce que Faure est descendu sur un chantier? Rien. Vous ne verrez pas Faure sur un chantier. Quand les populations sont dans l'inondation, on ne le verra pas. Pourquoi? Absolument. Absolument. Ce que vous relevez est pertinent. Ça démontre que il y a un déficit énorme de proximité avec le peuple. Comment pouvez-vous faire le bien à un peuple dont vous avez peur et dont vous n'osez pas vous approcher? Quand on en arrive là, il faut le reconnaître et ne pas hypothéquer l'avenir de tout un peuple. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et en tout cas, nous, Togolais, nous devons en prendre conscience et essayer chacun de mobiliser. Nous avons tous cette mission-là. Mobiliser, parler à nos compatriotes qui ont peur, à nos compatriotes qui pensent qu'il vaut mieux résoudre chacun ses problèmes au quotidien et leur expliquer que ce n'est pas comme ça que nous arriverons à construire notre pays. Merci madame, nous arrivons à la fin de notre entretien, mais ce que je voudrais vous demander avant que les gens vous posent des questions, mais pour les questions, on ne va pas, vous êtes déjà très fatigué, on ne va pas prendre assez de temps pour ça. Bien, donc votre message à l'endroit du M66 pour encourager ces jeunes, votre message à l'endroit des populations togolaises qui souffrent sous ce régime et votre message à l'endroit de l'armée. Donc ça fait 3 choses. Message au M66, message aux populations souffreteuses et votre message à l'armée togolaise. Merci madame. À l'endroit du M66, je voudrais d'abord les féliciter naturellement. Les féliciter pas pour les flatter, mais parce que à travers ce qu'ils font, ils ont découvert en tant que jeunes
que leur responsabilité, c'est contribuer à faire de leur pays ce qu'ils veulent qu'il soit. Et ils ont découvert leur mission et s'y engagent. Bravo, ils méritent d'être félicités. Mais ce que je voulais, est donc d'être soutenu. D'être soutenu. Voilà pourquoi moi, j'aimerais que de plus en plus de jeunes, faut qu'ils se disent qu'ils ont pris une responsabilité en s'engageant dans ce qu'ils font. Désormais, ils sont un modèle pour d'autres jeunes. La responsabilité est énorme. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux Togolais. Je leur dis, vous adorez les lives du M66. Et quand on écoute ce live-là, on se dit, ah non, les choses vont changer. Ça y est, c'est fini, les choses vont changer. Mais détrompez-vous. Accompagnez-les et posez des actes si vous voulez que les choses changent. Ne vous contentez pas uniquement d'écouter, d'approuver, de faire des commentaires. Quand on vous dit, il y a un mot d'ordre pour sortir, eh bien, suivez ce mot d'ordre. Donc, en fait, c'est un message à la fois pour le M66, mais aussi pour les populations togolaises qui, dans leur grande majorité, sont d'accord avec ce qui se fait. Le M66 qui a pris ses responsabilités-là, je suis sûr, va progresser et va s'organiser et se renforcer et trouver les stratégies pour faire en sorte que ce combat puisse évoluer, que la voix des jeunes, qui sont plus de 60% de la population, cette voix-là qui s'élève, c'est une voix puissante. Elle doit être entendue. C'est une bonne initiative que le M66 pense à se faire entendre au sein du Concert des Nations, là où les dirigeants de ce monde sont réunis. Tout à fait. Je voudrais profiter pour dire que le M66 sera aux Nations Unies pour défendre la cause des Togolais, pendant que ceux du régime seront là pour mentir. Très bien, c'est une très bonne chose et le combat continue. On soutient tant qu'on peut, parce que tant que le changement que nous voulons n'intervient pas, eh bien, il n'y aura pas de repos. Pas de repos. Et à l'endroit de nos frères et sœurs, qui sont des forces de défense et de sécurité, je voudrais dire que dans la vie, il ne faut pas aller à contre-courant de l'histoire. Je voudrais dire que nous sommes tous le même peuple, que ce que nous voulons, nous le voulons pour tout le monde. Je sais que parmi eux, beaucoup approuvent le combat que nous menons. Mais je voudrais demander de faire un peu plus, d'avoir le discernement qu'il faut quand on vous dit de réprimer des gens qui font ce que vous approuvez en violation de la loi, et que la responsabilité peut tomber sur eux à un moment donné. Mais sans aller jusque-là, il faut rentrer dans l'histoire. Chacun doit rentrer dans l'histoire en se tenant aux côtés du peuple pour que le changement positif que nous poursuivons se produise. Voilà, en quelques mots, ce que
je pourrais dire. Merci beaucoup. Et vous avez lancé un message à l'endroit de l'armée? Oui, c'est le dernier. C'est le dernier message. Être aux côtés du peuple, tout simplement. Oui. Le discernement. Merci. Être aux côtés du peuple. Merci, madame. Je vous remercie infiniment d'avoir pris votre temps pour répondre à mes questions. Et comme je l'avais dit, merci pour l'honneur que vous m'avez fait d'être ici. Il le fallait aussi parce que j'ai déjà invité des personnalités et j'ai pensé à vous, vous qui êtes une dame qui depuis des années se bat pour que le Togo sorte de cette situation. Il est de bon ton que je vous invite pour que vous vous adressiez à mes abonnés et à tous ceux qui nous suivent. Voilà, votre apparition ici est vraiment géniale et vous remarquez l'engouement de ceux qui nous suivent. Et ils ont été très intéressés par votre présence ici sur mon plateau. Grand merci. Mais toutefois que j'ai besoin de vous, toutefois que j'aurai besoin de vous, je ne manquerai pas de vous faire appel parce que le Togo nous appartient à nous tous. Nous devons conjuguer nos efforts, cotiser nos forces et chercher des voies et moyens pour que le Togo sorte de cette ornière. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'est moi et vous encourage vraiment à poursuivre ce travail de fourmi là, qui finira par donner ses résultats. Ça donnera nécessairement ses résultats. Je sais que c'est pas facile, vous aussi au quotidien, mais courage à nous tous. Courage à nos concitoyens et écoutons les lives du M66, mais répondons. Aussi nombreux que nous sommes sur les lives, répondons aux mots d'ordre. Voilà. Bien.